Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Bienvenue dans la deuxième partie donc des Grandes Gueules. Merci à tous de nous regarder à la télévision à l'international. Nous avons le plaisir aujourd'hui, le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, d'animer cette émission avec une émission pas exclusivement féminine, bien entendu, parce qu'on a un grand invité dans ce studio. Vous allez le comprendre, professeur Hassan Ba, médecin légiste. Il sera avec nous donc pour débattre de cette actualité. Le 8 mars de chaque année est célébrée la journée internationale des droits des femmes. C'est l'occasion de faire le point, de marquer une pause pour jeter un regard dans le rétroviseur. Malgré des années de combat, le constat est alarmant. En Guinée, dans une société fortement patriarcale où les esprits peinent encore à reconnaître certaines pratiques comme néfastes pour l'évolution de l'humanité, les violences faites aux femmes sont encore légion. Les viols sur mineurs se font au quotidien avec la complicité des communautés qui couvrent encore les présumés auteurs. Des cas d'inceste se font d'ailleurs de plus en plus récurrents. Vous avez dû le comprendre avec ce témoignage que nous avons eu dans la première partie. Sans oublier les mariages d'enfants qui outrepassent les législations en vigueur. Quels sont les chiffres et comment en sortir? Professeur Hassan Ba, médecin légiste, chef d'unité de médecine légale à Ignazdine, et Madame Oumoul Diallo, activiste des droits des enfants. Ils sont avec nous en studio. Dans un instant, on va essayer de leur poser des questions. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, c'est le thème retenu pour célébrer la journée du 8 mars de cette année. Dans un monde dont l'économie a subi de sérieux revers, comment les femmes se sont-elles organisées pour affronter cette crise mondiale? Comment ont-elles réussi à remonter la pente? Quelles sont les principales difficultés rencontrées? Nous nous rendrons aux États-Unis avec Madame Kamara Doussouba Koroma. Elle est la vice-présidente de la communauté guinéenne vivant à New York. Elle sera avec nous au téléphone. D'autres sujets, bien entendu, viendront compléter ces deux que je viens de lire. Vous allez le comprendre, mais vous le savez, cette émission est interactive. Nous allons nous intéresser à vos différents messages. On va commencer par les tweets sur Twitter, donc avec Cabinet Condé. Bonjour les GG, c'est Emmanuel Kant. Bonne fête à toutes les femmes du monde, en particulier celles de ma Guinée natale. Les populations doivent comprendre qu'Ebola est une réalité et la collaboration de ces populations est primordiale dans cette lutte. Mamadouri Bari, bonjour les Grandes Gueules, amicalement vôtres. Bonne fête à nos mamans et à nos sœurs. Bon Dieu. Et à quand la fin de cette impunité dans notre pays parce qu'il est tout simplement militaire, il ne craint pas d'être inquiété. Dommage pour ce pays. Depuis Dakar, Mamadou Ribari, donc hashtag espace GG. Le patriote découragé, bonjour les GG, le féminicide existe en Guinée, osons en parler. L'État se doit de prendre des mesures fortes pour protéger et accompagner les femmes dans leur émancipation sociétale. Cependant, lorsqu'on est faible, on s'attaque à une femme. Belle journée à mes mamans. Ousmane Le Noble nous écrit également sur Twitter. Bonjour Dame Hiro et aux autres dames brillantes présentes dans ce studio. Il y a une crise de confiance existante entre les gouvernants et les gouvernés, chose qui permettra à ce double virus de planer sur la terre guinéenne. Respectons les gestes barrières. Mamadi Kondé, bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Et un état de droit, les détenus, il le dit, dans un état de droit, les détenus, les avocats et les membres de leurs familles respectives ont le droit de se concerter pour le bon déroulement des différents procès. Bonne fête à toutes les femmes, particulièrement à ma maman, hashtag espace GG. Hamid le Guinéen nous écrit également sur Twitter. Bonjour les Grandes Gueules. Pour cet État,
Célébrer la femme guinéenne ne se résume qu'à leur remettre un pagne et 50 000 francs guinéens. Aucune action concrète ne sera entreprise pour leur épanouissement, que de gros discours seulement. Bonne fête par anticipation aux femmes. #espace GG. Souma Djibril écrit également: je suis très écœurée par le témoignage de cette dame et je me demande si ce monsieur est un démon ou une personne ordinaire. Coucher avec sa propre fille, c'est la pire des choses. Il faudrait que la justice se bouge pour punir sévèrement tous les auteurs de viol. Mohamed le politologue, au #espace GG, bonjour la team. Il faut un durcissement des lois qui punissent vigoureusement ces prédateurs sexuels pédophiles, mais la justice a du mal à se bouger. Aucun cas de viol n'a servi d'exemple de punition. C'est pourquoi il continue à récidiver. Voilà, nous partons donc sur d'autres plateformes pour relayer vos différentes réactions qui nous parviennent. Nous partons avec ce premier, Douti Condé. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe, Madame Hiro. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes de Guinée. Sinani nous écrit également: bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG, bonne fête des femmes à nos braves mamans. Nous demandons à Lamine d'accorder cette semaine d'émission, les GG, à cette équipe du jour. Oh, si tu savais, Sinani. Cette équipe du jour, car c'est le mois de la femme. Ce que femme veut, Dieu le veut. Merci pour vos combats contre le viol en Guinée. Ensemble, disons stop au viol et nous demandons à la justice guinéenne d'être très très sévère contre ces violeurs qui collent de mauvaises images à notre société. Sinani donc qui nous écrivait. Nous partons à présent avec Poulotoro de l'Insan. Bonjour Yaya et à toute l'équipe, c'est Poulotoro de l'Insan. À l'occasion de cette journée, c'est par ces mots que je souhaite une joyeuse fête à toutes les femmes de Guinée. Cependant, la femme est comme un arc-en-ciel. Elle donne à la vie ses couleurs lumineuses. Une femme est comme la lune. Voilà pour l'Otoro qui nous déclame un poème carrément. Elle donne à l'obscurité l'espoir de la lumière. Malgré les difficultés et les violences faites aux femmes que vous rencontrez de façon injuste et audible, et je vous souhaite une belle journée de fête des femmes. Par ailleurs, en écoutant cette mère de la Belgique, j'ai les larmes aux yeux car c'est inhumain de la part du père de ces deux filles, il le dit. Nous partons avec Maki qui nous écrit également. Maki Premier depuis Dar es Salaam. Bonjour. Alpha Condé autorise à son opposition fabriquée à rendre visite aux détenus. Cela veut dire que ces détenus sont les détenus de Alpha Condé. Mais nous n'accepterons pas du marchandage sur les détenus. Au peuple de savoir distinguer le vrai du faux. Bonne fête donc à tous, il le dit Maki de Dar es Salaam. Aboubakar Bigop Kaba. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. 8 mars, la fête des femmes. Alors cette occasion, c'est un devoir et même une nécessité pour nous de rendre hommage à celles qui symbolisent notre existence sur Terre, en l'occurrence nos mamans, nos cœurs et nos épouses, nos sœurs, il veut dire certainement nos épouses. Vous êtes le baromètre de la société en quête d'épanouissement. Aboubakar Bigop Kaba qui nous écrit félicitations pour le choix de ces sujets d'intérêt public. J'avais écouté l'histoire de cette dame de long en large. C'est insupportable. Mamoudou Boulere Diallo, donc notre collègue de Radio Espace ici, qui nous écrit: bonjour la radio école, moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. Le gouvernement est en manque de stratégie de communication pour assurer les citoyens sur Ebola. Bonne fête à toutes les braves dames du monde. On va donc continuer cette émission. Certainement, nous aurons l'occasion de lire d'autres messages avant la fin de l'émission. Mafouria, on a écouté cette dame, le témoignage de cette femme. Sans revenir dessus, je vais juste m'appesantir sur le fait que le monsieur soit aujourd'hui présent en Guinée. Et il est important de pouvoir l'arrêter parce s'il est encore en Guinée, parce que dans tous les cas, c'est un potentiel violeur pour d'autres petites filles qu'il aura croisées. Donc, il est vraiment important que les autorités puissent aider cette famille. Je ne sais pas juridiquement comment ça se passe, la collaboration, puisque l'acte a été commis du côté de la Belgique. Aujourd'hui, là, en Guinée, de toutes les façons, tous les deux pays sont concernés. Il a en fuite aujourd'hui. Cette dame, on l'a écoutée, elle est... Je ne sais pas, c'est même difficile de décrire son état. Savoir que l'homme qu'on a choisi pour partager sa vie est celui-là qui est capable de détruire la vie de tes enfants. C'est quand même assez absurde, mais comme je ne cesse de le dire, c'est dans le monde, on peut s'attendre à toutes sortes de... je sais pas, d'action, de bestialité. Les hommes sont capables de tout. Maintenant, cet homme est là, que l'État... Certains hommes sont capables de Certains tout. hommes, exactement.
que l'État, les autorités guinéennes s'intéressent à la question. C'est l'appel d'ailleurs qu'elle a lancé pour qu'on puisse arrêter ce monsieur et qu'on puisse le juger. En même temps, heureusement, c'est bien de savoir que avec les enfants, ils sont en train de travailler pour que les enfants puissent se remettre parce que ça a été un choc, ça les a impactés psychologiquement. C'est bien de savoir qu'il y a un travail pour les aider à reprendre normalement leur vie. Ce serait quand même important que l'État puisse faire quelque chose parce que jusqu'à preuve du contraire, ce serait important d'avoir le monsieur, avoir sa version des faits. C'est ça la justice. C'est ça la justice. Jusqu'à preuve du contraire, il faut respecter la présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve soit établie par la justice que ces faits donc se sont produits. On va dire bonjour à nos invités. Professeur Hassan Ba qui nous a rejoint. Bonjour, professeur, bienvenue. Oui, bonjour madame. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'unité de médecine légale à Ignace-Ville. Un service de médecine légale. Super, un service. Bienvenue donc chez les Grandes Gueules. Madame Oumoul Diallo également qui est activiste des droits des enfants. Bienvenue. Bonjour, bienvenue et bonne fête à toutes les femmes guinéennes et particulièrement celles qui sont dans le studio aujourd'hui. Bien. Alors, on va aller avec vous, professeur Hassan. Allez-y, Asmaou. Professeur Hassan, on sait que le service de médecine légale est à cheval au niveau de la chaîne pénale et tantôt dans l'émission, on dénonçait un peu ce qui se passe au niveau de cette chaîne pénale quand il s'agit des violences faites aux femmes, notamment des viols. Et vous recevez assez de cas, mais ça aussi, ce ne sont que les cas seulement dénoncés. Dites-nous aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à travailler, comment est-ce que vous gérez les cas de violence faites aux femmes que vous recevez? Surtout, quels sont les types que vous recevez assez souvent? Est-ce que vous avez des retours, s'il y a eu suite ou pas? Bien, merci beaucoup. Je voudrais, avant de commencer, vous souhaiter bonne fête. Souhaiter bonne fête à toutes les femmes, à toutes les mères qui se réveillent, qui sont les premières à se lever, les dernières à se coucher. Souhaiter bonne fête aux femmes médecins qui sont aussi sur un terrain de bataille aujourd'hui sur la lutte contre la COVID-19 et la maladie à virus Ebola. Souhaiter bonne fête à toutes ces journalistes ici présentes parce que vous faites un travail très difficile, quelquefois dans des conditions très difficiles. Donc, je voudrais vous exprimer toute ma satisfaction et mes respects pour le travail que vous faites et bonne fête à toutes. Merci. Maintenant, pour répondre à la question, je suis d'accord que la médecine légale est un maillon incontournable de la chaîne pénale. Donc, nous recevons des femmes victimes de violences et qui ont décidé de porter plainte parce qu'il faut dire que ce n'est pas toutes les femmes qui viennent chez nous, c'est seulement celles qui ont décidé de rompre le silence de la violence et de porter plainte au niveau de la police judiciaire, la gendarmerie ou de la justice. Donc, ce sont ces femmes que nous recevons. Nous avons des statistiques hospitalières qui montrent malheureusement que cette violence est en nette croissance dans notre pays. Alors, votre question, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons par rapport à ces femmes, le circuit de ces femmes victimes de violence. Les grandes gueules. Nous les examinons. Vous savez qu'en matière pénale, la preuve matérielle est importante, c'est-à-dire que c'est un élément constitutif de l'infraction pénale. Donc nous, en tant que médecins, nous examinons pour vérifier est-ce qu'il y a l'élément matériel du fait allégué qui est la violence, qui est le viol, par exemple chez les filles victimes de violences sexuelles. Et nous rédigeons des rapports, nous fixons la durée de l'ITT pour exprimer la gravité de ces lésions et que nous remettons au juge. Et il appartient au juge, dans les cas de viol, de donner la qualification de viol. Et dans les cas de violence faite aux femmes, il appartient au juge également de déterminer la qualification compte tenu de la gravité des lésions que nous avons observées. Une question connexe, professeur. Il arrive aussi qu'il y ait des cas de viol ou de cas de violence conjugale ou des femmes qui ont été battues, mais qui décident seulement de parler plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Et qui, quand même, les services de police ou de gendarmerie les réfèrent vers vous. Dans ce cas, comment ça se passe? Parce que là, les éléments matériels dont vous parlez peut-être ont disparu. Oui, c'est tout à fait, vous avez parfaitement raison. Il y a des cas particuliers, il y a des difficultés. C'est-à-dire qu'une fille victime de violence, d'agression sexuelle et qui vient en consultation plusieurs jours après, il est tout à fait chose réelle et vraie ce que vous dites. Les signes qu'on aurait pu retrouver à l'examen clinique de la femme, on peut ne pas les avoir.
Et dans ces conditions, nos rapports sont très clairs. Si c'est une fille qui a une activité sexuelle, donc on peut le dire, qu'elle a une défloration hyménale qui est ancienne, par exemple, mais sans pour autant dire également qu'on n'a pas de lésions récentes en rapport avec l'acte sexuel. Mais le rapport médical n'est qu'un élément du dossier. Donc le juge a d'autres informations, les renseignements, les témoignages et tout ça, Justement, pour fonder sa décision sur le viol. Pour une femme, par exemple, qui dépose plainte, c'est vrai que il faut dire que la médecine légale a un rôle à jouer, c'est vrai, la médecine légale a un rôle à jouer, mais il y a d'autres enquêtes des OPJ qui peuvent se mener sur le terrain, notamment par rapport à l'entourage, comme vous l'avez dit, c'est juste pour appuyer ce que vous venez de dire, par rapport à l'entourage de cette famille. Les grandes gueules. D'habitude, ça peut apporter des compléments d'information. Oui, absolument. Je crois que ça, c'est des cas, oui, qui existent. Mais le plus fréquent, c'est le viol récent. C'est-à-dire la jeune fille qui est victime d'agression sexuelle, qui présente des lésions, parce que souvent, je crois que vous avez rappelé tout à l'heure, l'auteur, c'est souvent un voisin, un membre de la famille, un parent, quelquefois même c'est le père biologique. Donc souvent, on n'a pas envie de porter plainte. Mais c'est lorsque la famille se retrouve avec des lésions graves qui sont des saignements importants, ou des douleurs que la fille observe, constate, on l'amène à l'hôpital. Et c'est soit à l'examen clinique de l'hôpital, le médecin qui a l'obligation d'informer le procureur lorsqu'il constate des lésions comme ça, que l'enfant nous est référé à travers le médecin. Ou bien la famille décide elle-même, malgré elle, de son propre chef, de porter plainte au niveau de la gendarmerie et que la gendarmerie requiert dans le cadre d'une expertise médico-légale. Bien, quelles sont les statistiques, quels sont les chiffres que la médecine légale reçoit par rapport à ces cas de violence? Nous allons essayer de comprendre dans un instant, si la régie nous écoute. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. De nous regarder à la télévision et de nous écouter à la radio un peu partout dans le monde, nous vous servons avec plaisir. On n'aura pas finalement cet élément de Zérékoré, mais bien entendu. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une statistique. Quels sont les types d'agressions que vous recevez au niveau de la médecine légale et quelles sont les statistiques, professeur Hassan Ba? Oui, merci madame. En fait, j'ai pris les chiffres qu'on a dans nos livres au service de médecine légale. Pour l'année 2020, les agressions sexuelles, on a enregistré 367 cas. Parmi ces 367 cas d'agressions sexuelles reçus seulement dans le service de médecine légale à Niassé, car il faut rappeler qu'il y a d'autres services de consultation en victime, que ce soit à Lambaye, à Donka et même à Jean-Paul II. Donc, ensuite, sur les 367, 181 étaient des filles prépubères. Des mineurs. Des mineurs. Donc, soit 70% de ces filles étaient des filles mineures. Parmi ces cas, on a eu 28 cas d'inceste. Tout à l'heure, vous en parliez, les cas d'inceste, de viols qui sont commis par le parent, le géniteur direct. Et en 2021, de janvier à février, nous avons recensé 107 cas de violences sexuelles, 77 d'enfants mineurs prépubères et 5 cas d'inceste. Mais le problème, à mon avis, on s'est raisonnablement posé la question sur l'état mental de ces auteurs d'agressions sexuelles, comme le témoignage émouvant que nous avons suivi tout à l'heure. Donc, nous nous sommes intéressés à l'état mental de ces auteurs. Nous avons mené une étude à partir de personnes suspects de viol qui sont détenues dans les centres d'arrêt, que ce soit au niveau des commissariats de police, de la gendarmerie et même de la justice. Donc, pendant la période de garde à vue. Avec nos collègues psychiatres, nous avons élaboré un protocole pour examiner ces auteurs de ces agressions sexuelles pour vérifier également leur état mental. Et nous avons trouvé que 50% de ces auteurs disposaient de toutes leurs capacités mentales. Nous avons trouvé 15% étaient des psychotes, des malades réels, soit des bipolaires ou qui ont une maladie mentale, et 35% avaient une addiction avec l'alcool et la drogue. Donc, qui étaient probablement sous dépendance de la drogue pendant les faits et donc qui étaient les grandes gueules. Mais 50% quand même, c'est énorme. 50% c'est énorme. Qui n'ont aucun problème mental. Il faut commettre quand même ces crimes. Absolument, absolument.
expliquer cela que des gens qui disposent de toutes leurs facultés prennent sur eux l'initiative de violer des petites filles? Comment l'expliquer? Je sais pas, psychologiquement, socialement, comment comprendre? Je comprends pas autrement sinon que la déviance. C'est une déviance. Et cette déviance, il faut demander aux sociologues qu'est-ce qui explique cette déviance de la société par rapport à ces violences sexuelles. Je crois que ça mérite toute une étude anthroposociologique. Bien, on va s'intéresser à Madame Oumoul Diallo. Vous êtes activiste des droits des enfants. Comment vous comprenez cette situation? Vous avez suivi des cas de viol, notamment du côté de Pita, mais aussi à Dinguiraye. Je pense que c'est un problème déjà qui est très très large, comme disait le médecin tout à l'heure. Et ce qui me peine énormément en tant que maman, en tant qu'activiste, aussi en tant que femme, c'est de voir des hommes touchés à des petites filles. Des enfants de 3 ans, c'est encore des bébés. Lorsque vous avez un enfant qui ne pèse même pas, je sais pas, voilà, un homme de 40 ans qui se permet de violer une petite fille de 3 ans, moi je pense que nous avons un problème de société que nous devons revoir, et l'implication non seulement des parents, des citoyens, mais aussi de l'État. Nous devons faire un travail en fait énorme sur nous. En ce qui concerne le cas de Timbitouni, je ne citerai pas de nom pour la petite fille qui est décédée. Oui, qui est décédée. Je préfère ne pas donner pour la confidentialité, bien sûr, de l'enfant et de la famille. La petite fille, vous savez, dans les villages, comme partout ailleurs, vous laissez les enfants dehors et la maman arrive entre 11h et midi. Elle ne voyait plus sa petite fille. Commençait à la chercher toute la journée. Vers 19h, ils avaient fouillé partout, toutes les maisons, à part une seule maison, la maison du voisin. Donc, lorsqu'ils sont rentrés dans la maison, la petite fille était là, voilà, enroulée dans un drap, et puis voilà. Le corps, finalement, parce qu'elle était décédée. Corps, tout à fait. Elle est décédée, et il a été, arrêté par la gendarmerie. Et, vous savez, nous avons une juriste ici. Moi, je considère que quelqu'un qui a le courage d'élever un enfant, séquestrer l'enfant, violenter l'enfant avec des coups et blessures, ensuite violer jusqu'à ce que mort s'en suive et commettre un homicide, ce sont des charges qui sont assez sérieuses pour que la justice se mette en fait en action pour s'assurer que ça n'arrive plus. C'est exactement le même cas qui est arrivé à Dinguiraye, dans un village de Dinguiraye. À la différence, cette fois-ci, la petite fille a survécu. Je parle à la maman tous les jours pour m'assurer que tout va bien. Pareil, elle était dehors en train de manger, de dîner en fait, lorsque le monsieur est arrivé. Il a dit à la petite fille, Nagnewa bonbon saigné, voilà quoi. Et la petite fille qui a suivi, elle a 3 ans. Et elle a disparu aussi. Disparu jusqu'au lendemain matin. Et il a ramené la petite après l'avoir violée, en fait, toute la nuit. Il la ramène chez les voisins. Moi, ça me donne énormément d'émotions. Je m'excuse, mais... et voilà, il est parti en courant. On a écouté d'ailleurs le médecin, parce que la petite, elle était complètement... détruite. Il a fallu une réparation complète. 2 fois en fait. 2 fois. Et le médecin là, il est plus apte en fait de parler du côté psychologique de l'enfant. Moi, je parle en tant que maman. Je ne peux pas concevoir dans n'importe quelle société, y compris la nôtre, qu'on normalise plus ou moins, entre guillemets, qu'on normalise la violence. Le viol n'est ni négociable, ni acceptable, ni tolérable. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, au niveau de la justice, je sais que là, la machine judiciaire s'est mise en marche dans les 2 cas. Le procureur de Pita est en train de faire son travail. Le juge de Pita est en train de faire son travail. Le juge de paix de Dinguiraye est aussi en train de faire son travail. Mais nous devons déclencher un mécanisme en ce qui concerne le viol sur les enfants. Nous devons peut-être avoir une justice, je sais pas, un parquet spécial en ce qui concerne les enfants. Il faudrait qu'il y ait des juges de service. Lorsqu'il y a un viol sur un enfant, nous devons immédiatement déclencher la machine judiciaire afin que ces personnes-là soient entendues. S'ils sont coupables, qu'ils soient punis. Nous avons les meilleurs textes de loi, en fait, dans le nouveau code de l'enfant. Cependant, il faut les appliquer. Il faut appliquer les textes de loi. Donc, je dis, c'est magnifique, hein,
Nous avons franchement, si nous appliquons les textes de loi, nous serons le pays le mieux regardé en ce qui concerne la protection de l'enfant. Maître Alimatou Camara, elle a parlé de ce viol suivi de meurtre. Normalement, dans le code pénal, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Évidemment, normalement, lorsqu'on viol est suivi de séquelles graves ou alors que la personne perde la vie, je pense que le code il est clair en la matière. Et ce qui reste clair, c'est l'application. Au niveau africain aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les lignes directrices sur la protection sur les violences sexuelles en Afrique. Ça a été validé par la Commission africaine. Je pense que en tant qu'activiste, il est temps peut-être que tous les acteurs de la société civile se mettent ensemble pour vulgariser ce texte, voir comment l'inclure en fait dans notre code pénal. Parce qu'en réalité, il y a un aspect holistique que nous mettons de côté. Non seulement la chaîne pénale, elle est composée de plusieurs acteurs. Tout à l'heure, le professeur Hassan Ba l'a dit. Moi, en tant qu'avocat, mais également en tant que membre de la société civile, je me rends compte que le plus souvent, quand c'est des cas de viol grave comme ça sur une personne mineure, Moussa Hero d'ailleurs le sait, c'est qu'en général, elle a beaucoup plus besoin d'une assistance médicale que d'une protection judiciaire automatiquement. Parce que lorsque les lésions sont telles qu'il faut réparer la personne, et est-ce que ces réparations-là n'emportent pas des séquelles sur toute la vie de la personne? Cette petite fille qui a survécu va savoir, le professeur Hassan Ba est médecin, mais peut-être que d'autres spécialistes pourraient nous expliquer, est-ce qu'elle pourra avoir un enfant? Ça, c'est-à-dire qu'on lui enlève, elle, le droit de donner la vie. Je pense qu'il va falloir que les textes s'appliquent, il va falloir qu'on regarde au niveau international comment améliorer les textes qui existent en matière de protection, mais il faut également une synergie au niveau de l'État pour que les moyens soient mis à la disposition de tous ces acteurs étatiques, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau psychologique. Parce que ces victimes de viol, elles ont une vie qui est complètement détruite. Les deux petites filles violées en Belgique, elles ont, disons, de la chance, c'est difficile de le dire, la chance d'être dans un pays où quand même les prises en charge sur ce plan-là sont automatiques, alors que dans notre pays, ça ne l'est pas. Moi, j'ai défendu une victime de violence, de viol, une mineure, la semaine dernière devant un tribunal, mais elle tremblait, elle avait peur des questions qu'on lui posait, parce que on lui demandait, mais écoutez, vous pourquoi vous n'avez pas crié? On dit ça à une petite fille de 15 ans, 16 ans, c'est hallucinant. Ouais. Alors qu'en fait, elle sort de ce tribunal avec un double traumatisme. Absolument. Celui d'avoir revécu les faits. On lui demande, mais quel chemin vous aviez emprunté? Mais ils ne se rendent pas compte que le traumatisme, il est tellement énorme que, ça, je crois que les psychologues peuvent le dire, c'est que la victime peut ne même pas se rappeler du chemin qu'elle a emprunté ou de tout ce qui s'est réellement passé parce que ça emporte quelque chose dans sa mémoire et que c'est un gros traumatisme. Oui, effectivement. Donc, il y a vraiment un travail holistique, il faut vraiment des moyens et il faut de la formation. Parce que moi, j'ai même entendu des avocats dire à une victime de viol, oui, le viol n'existe que lorsqu'il y a défloraison. Bon Dieu, ça veut dire qu'une femme qui a déjà des rapports sexuels, elle pourrait être violée par n'importe qui, mais c'est extraordinaire. Il faut de la formation. Il faut de la formation et il faut qu'on prenne cela au sérieux. Hein. Il faut qu'on le prenne au sérieux parce que les traumatismes sont énormes et cela a un ressenti au niveau de nos populations. Absolument. Et moi, je voudrais également, si vous permettez, à toutes les deux, vous poser la question sur la prise en charge judiciaire des questions de viol. Elle, tout à l'heure, elle demandait à ce qu'il y ait un parquet dédié, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de cas de viol qui arrivent dans les tribunaux, mais dont les jugements s'étalent sur de longues durées, et après, on a même tendance à oublier, et nous-mêmes, en tant qu'activistes, il y a des cas parfois qu'on commence à accompagner, mais on se perd dans le filon et qu'on ne retrouve plus le dossier qui va peut-être être jugé des années plus tard. Et il y a des négociations qui se mettent en place. De toute façon, l'implication de moyens financiers implique un sérieux. Il va falloir qu'on devienne un État sérieux dans ce pays. Écoutez, comment combattre l'impunité si nos services judiciaires connaissent un dysfonctionnement? Combien de tribunaux de première instance de Conakry ont des palais de justice, 3 ou 4 salles d'audience? Il n'y en a pas.
mais qu'ils mettent les moyens qu'il faut. Si nous voulons une justice qui réponde aux normes internationales aujourd'hui, il faut y mettre les moyens qu'il faut. Et si nous voulons aussi que ces coupables-là aillent en prison et qu'ils aient aussi, qu'ils soient dans des conditions qui respectent la dignité humaine, il va falloir construire des prisons. Les grandes gueules. Il faut qu'on se prenne au sérieux dans ce pays. Je pense que la question, elle est de savoir aujourd'hui quelle est la capacité de nos juridictions à faire juger ces affaires-là. Sur le plan holistique, le professeur Hassan Ba vous a dit, eux, ils ont un service. Dans combien de régions en Guinée, le service du professeur existe? Est-ce qu'à Yomou, là-bas, lorsqu'une petite fille se fait agresser sexuellement, est-ce qu'elle a la même chance qu'une autre petite fille qui a été agressée à Conakry? Ça, c'est des questions. Par exemple, au Sénégal, il a été posé la question de la trousse médicale du médecin, où on a permis automatiquement la formation de médecins qui avaient des trousses médicales sur le champ pour identifier et alléguer les faits d'un viol. Ça, je pense que c'est une volonté politique, mais également une vision politique qu'il faut pour que ça marche, pour qu'il n'y ait plus d'impunité pour ces cas de viol. Bien. Allez-y, Mafoudia. Alors, la même question était pour... Oui, si également elle avait un message de plaidoirie dans ce sens, parce que c'est de surtout cela il s'agit, d'interpellation des autorités. Moi, je pense qu'il faut déjà mettre des structures d'accompagnement en place. Lorsqu'un enfant est violé, la victime, quel que soit d'ailleurs l'enfant, je parle des enfants parce que franchement, ce sont celles qui sont les plus vulnérables encore, il faudra des structures pour protéger les victimes et leurs familles. Il ne faudrait jamais qu'il y ait de contact. Déjà, à partir du moment où un enfant est violé, il faut que l'enfant soit protégé. Il faut éviter le contact. Ensuite, que la machine judiciaire soit active. On parlait tout à l'heure je pense, du côté financier. Les ressources sont très, très importantes. Mais nous ne voulons pas refaire, comme on dit, la roue, réinventer la roue. Nous avons des textes de loi qui sont absolument clairs. Il faut les appliquer. Moi, je fais toujours un plaidoyer aussi, vous savez, au niveau des compagnies de téléphonie, je l'ai fait la semaine dernière, qu'ils nous aident à mettre des applications en place. Nous définirons les critères plus tard. Lorsque nous avons des cas de viol, qu'on puisse répertorier les violeurs, après les jugements bien sûr, pour être sûr que ces gens-là restent en prison et surtout qu'il n'y ait pas de... Voilà, exactement. Donc, il y a ça. Si, je ne vais pas faire de publicité pour Orange, mais bon, j'estime que nous dépensons assez d'argent. Il y a même un numéro vert qui existe, le 116. Le 116. Tout à fait. Mais il faut aller au-delà du numéro vert, en fait. Là, nous devons donner des chiffres aux médecins. Nous devons avoir ces chiffres-là disponibles sans lui poser la question. Nous devons avoir accès à certaines informations dès qu'on en a besoin. Il faut que ça soit automatique. Nous avons une juriste, il y a des questions auxquelles elle peut répondre, mais aussi il y a des questions auxquelles nous pouvons avoir accès directement en ayant des applications. Au-delà des applications, je fais appel en même temps à la communauté des hommes d'affaires. Aidez-nous à mettre des structures. Moi, je ne veux pas considérer que l'État doit tout faire. D'accord? L'État a des responsabilités. En ce qui concerne les enfants, le premier responsable, c'est le parent. Si les gens décident d'avoir des enfants, qu'ils protègent leurs enfants. Les grandes gueules. Il y a l'État, il y a la société. Mais si les hommes d'affaires nous entendent, qu'ils nous donnent un coup de main aussi, afin qu'on puisse mettre des structures en place. Ça ne coûte pas des milliards, mais qu'ils nous aident à protéger les enfants à travers l'implication des médecins, des juristes aussi, des ONG sérieuses qui veulent faire des choses pour les enfants, qu'on puisse protéger nos enfants. Comme le fait d'ailleurs l'OGDH avec la clinique juridique, mais aussi les mêmes droits pour tous. À un moment donné, Alimatou était dans un projet avec la FIDH qui prenait en charge médicalement ces victimes de violences sexuelles surtout. Mais il faut aussi divulguer le code de l'enfant. Nous sommes dans une société où 70% de la population est analphabète. Comment voulez-vous qu'une famille comprenne qu'ils ont des droits, que leurs enfants ont des droits? Nous devons continuer la sensibilisation, nous devons mettre des gens sur le terrain qui puissent aller parler aux parents, que ça ne se limite pas à Conakry. Nous parlions de Yomou, de Zéro, tout à l'heure, de Pita, Labé, Timbi, les sous-préfectures, les préfectures. Nous devons avoir accès en fait aux vrais citoyens pour leur expliquer que ce n'est pas normal qu'on viole un enfant.
que c'est puni par la loi et expliquer aussi quelles sont les punitions qui sont liées au viol. Bien. Donc, c'est Allez-y. Alors, professeur Hassan, les viols ne concernent pas que les petites filles, mais on entend moins, par exemple, des jeunes femmes, 30, 40 ans ou plus. On sait que même les vieilles personnes, par exemple, dans certains pays en guerre, et les vieilles personnes aussi sont violées. Pas que des pays en guerre. On a vu qu'un cas où une femme de 80 ans a été violée du côté de Pita. C'est vrai. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui fait qu'on entend moins parler de ces cas? Est-ce qu'il y a une baisse ou c'est parce que, franchement, à ce niveau, finalement, on s'est dit, je ne peux pas dire à cet âge que j'ai été violée? Oui, c'est une très bonne question, Mafoudia. Mais je voudrais réagir sur 2 points avant de répondre à votre question. C'est d'abord la gravité des lésions des petites filles mineures victimes d'agressions sexuelles. C'est vrai que vous avez cité le cas de la fille, parce qu'on a des cas où les lésions sont tellement graves et profondes qu'elles entraînent des fistules. Et lorsqu'il y a des fistules, donc recto-vaginales, où la fille peut recueillir les selles à partir du vagin, donc ça pose énormément de problèmes de réparation au niveau des services de chirurgie. Et ces filles qui ont ces lésions donc graves peuvent naturellement avoir des problèmes liés à la santé de la reproduction. Donc c'est des filles qui peuvent avoir des difficultés de concevoir et de gérer une grossesse et d'accoucher dans le futur. Donc c'est des filles déjà qui ont une santé de la reproduction compromise à cause de l'agression sexuelle dont elles ont été victimes. Mais le tout n'est pas les lésions qu'on voit, mais il y a ce côté psychologique que vous avez très bien rappelé. Ça, c'est une autre lésion qui est invisible, mais dont elles souffrent réellement. On a des filles qui ont tenté de se suicider parce que simplement, elles ont été victimes d'agressions sexuelles de façon récurrente et par une personne qui est censée la protéger, comme son père qui est son géniteur. Donc, on a eu des cas. Donc, je crois que avec tout ce qui se passe, il est important aujourd'hui de mettre en place des structures polyvalentes, comme vous l'avez bien décrit ici, et de façon décentralisée pour pouvoir couvrir tout le pays. Et là, je crois que le gouvernement a initié un projet appuyé par le PNUD de mettre en place un institut de médecine légale avec des structures décentralisées de médecine légale à l'intérieur du pays. Donc, des structures qui vont comprendre des médecins, des avocats, des psychologues pour la prise en charge psychologique. Si ce projet voit le jour, je pense que ce sera une avancée considérable dans la chaîne pénale pour améliorer la prise en charge de ces victimes de violences. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule structure de médecine légale à l'Abbé. On a une unité à l'Abbé et vous savez, j'ai formé récemment 8 médecins légistes qui sont sortis, donc dans l'objectif de les redéployer à l'intérieur du pays. Mon objectif, c'est de au moins avoir un médecin légiste dans chaque région naturelle, sur les 5 régions naturelles, et progressivement avoir dans les différentes régions du pays. Mais il va falloir que cela se fasse avec le ministère de la Santé, avec l'appui du gouvernement, pour qu'on ait une couverture médico-légale de tout le pays. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a des femmes, effectivement, victimes de violences, parmi lesquelles il y a des médecins, il y a des journalistes, il y a des avocats, il y a des juristes, victimes de violences sexuelles. Mais c'est vrai qu'on en parle peu, mais ça existe. Celles qui décident de porter plainte, donc elles viennent nous voir. On constate qu'il y a des lésions, en tout cas en rapport avec la violence sexuelle, même si c'est des femmes qui sont multipartes, donc qui ont une activité sexuelle, on peut tout de suite savoir, parce qu'il faut dire que la définition juridique du viol, c'est toute pénétration sexuelle anale buccale commise avec violence, menace ou surprise. Donc on peut mettre en évidence les lésions de violence sur le corps. On peut également mettre en évidence des lésions au niveau du vagin lorsque il s'agit d'un viol. Donc ça, il y a des cas, on a des chiffres par rapport à ça. D'accord. Alors finalement... Mais il faut dire que l'actualité aujourd'hui, où ce qui est dominant, c'est vraiment la violence sur les filles mineures. Alors comment évaluer aujourd'hui globalement les conséquences de tout ceci dans la vie de tous les jours, de ces victimes, des familles, de la société elle-même? Oui, c'est vrai que les conséquences sont énormes. Sur le plan physique, d'abord, je vous ai dit que les conséquences sur le plan de la santé physique, c'est des déchirures qu'on revoit, c'est des fistules qu'on voit chez ces jeunes filles, donc ils peuvent avoir des conséquences sur la santé de la reproduction. Et ensuite, sur le plan psychologique, ça crée d'autres problèmes. On a aujourd'hui les filles, et je crois qu'une de vous a parlé tout de suite d'une fille, je ne sais pas, qui a déprimé, qui allait en psychiatrie. Parce qu'il faut dire que si la prise en charge psychologique n'est pas précoce,
les filles peuvent développer des maladies mentales et aller jusqu'à faire la dépression et quelquefois se suicider. Récemment, j'ai eu une fille de 13 ans. C'était très rare de voir une fille de 13 ans se suicider. Elle s'est suicidée. On a pensé que ce n'était pas un suicide, que c'était un homicide masqué de suicide. Et lorsque nous avons examiné la fille, nous avons tout vu. On a vu que c'était vraiment un suicide réel sur cette jeune fille. Elle s'est suicidée parce qu'elle était violée de façon récurrente par son père. Donc elle en a eu marre et elle s'est donné la mort. Donc je crois que c'est un problème réel dans notre pays. Et tout le monde est unanime aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait une vraie politique de prévention et de lutte contre la violence sexuelle. Un mot sur les résultats de choses de la justice. Je suis d'accord avec Maître. Nous nous sommes intéressés il y a quelques années sur la relation entre les conclusions médico-légales et les décisions de justice. Si une fille qui est violée, il y a tous les éléments matériels de la violence sexuelle, donc c'est confirmé que c'est un viol. Est-ce qu'il est condamné? Parce que la disposition du code pénal dit que le viol est un crime. Est-ce qu'il est condamné par la cour d'assises? Et là, je vous assure que les résultats sont décevants. Il y avait moins de 10% de ces auteurs d'agressions sexuelles qui étaient condamnés au niveau de la cour d'assises. Donc les 90% étaient libérés. Et j'entendais quelquefois dire que désistement. Mais maître est là, on ne peut pas désister dans une procédure pénale. Quand même. Désistement. Classement sans suite, non-lieu, etc., etc. Donc moi j'ai parlé avec beaucoup de magistrats par rapport à cette question. Je crois que comme la loi dit, punir, il y a des dispositions qui disent que c'est un crime, il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Donc, je crois que dernière question en ce moment. Oui, deux questions en une, professeur, c'est les voies de recours à votre service, parce que j'ai suivi un cas où la famille est directement allée à la médecine légale sans passer par la police et la gendarmerie. Donc, vous nous éclairez comment est-ce que la médecine légale peut être sollicité, mais aussi dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle un kit de viol, ce qui m'amène à vous poser la question, vous, les moyens dont dispose la médecine légale en Guinée pour pouvoir effectivement construire des preuves, apporter des preuves irréfutables qu'il y a bien eu lieu, viol ou n'importe quelle agression. Ça, c'est très difficile. C'est une très belle question. Je suis d'accord avec le Sénégal. Il y a ce que vous avez les kits, on les appelle les sets d'agression sexuelle, c'est SET. Et les médecins urgentistes au Sénégal sont formés pour ça. Ils sont formés pour ça. Je sais très bien de quoi je parle parce que je participe à cet enseignement. Donc, lorsqu'ils viennent, ils sont appelés. Chaque fois qu'il y a une agression sexuelle, ils viennent avec ces sacoches. Ils font des prélèvements. Ils ont des écouvillons. Ils font les prélèvements des spermatozoïdes et ils envoient à l'Institut Pasteur. Parce qu'on a beau dire qu'il y a des lésions, un auteur peut contester pour dire oui, il y a eu des lésions, mais ce n'est pas moi. La seule preuve irréfutable, c'est la mise en évidence des spermatozoïdes. Vous mettez en évidence les spermatozoïdes, on fait un extrait de l'ADN des spermatozoïdes, on compare avec l'ADN du suspect à travers les cheveux et il est confondu par son ADN, il ne peut pas nier. Mais s'il se trouve qu'on ne peut pas, il y a plusieurs jours. S'il y a plusieurs jours, on n'a pas les spermatozoïdes, c'est 48 heures les spermatozoïdes. Justement. Ça, c'est dans les cas de viol récents au Sénégal qu'on les appelle. Il y a viol, on les appelle tout de suite, ils viennent avec les sacoches, ils font des prélèvements, et ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Parce que là, on n'a pas la possibilité de refuser, c'est pas moi, c'est cela. On a la possibilité. Mais de plus en plus, les violeurs, ils sont très malins. Ils violent avec des préservatifs. Et lorsque c'est un viol avec préservatif, vous n'avez rien dans le vagin. Donc il faut aller dans les toilettes, il faut rechercher les préservatifs, il faut récupérer le spermatozoïde et envoyer au laboratoire. Donc ça, c'est une très bonne chose. On espère que ça verra le jour dans ce pays, mais en attendant, on se contente seulement de vérifier s'il y a des lésions. Des lésions au niveau du vagin, des lésions au niveau du corps qui sont en rapport avec la violence sexuelle. Et comment recourir à votre service? Comment recourir à notre service? C'est une très bonne question aussi, parce qu'en fait, lorsque les personnes victimes d'agressions sexuelles ou de violences viennent nous voir, nous, on est médecins, on les examine, on leur remet un rapport, mais tout en leur disant que ce rapport n'a aucune valeur légale. Parce que pour que sa valeur s'impose ou qu'il y ait une valeur légale, il faudrait que ce soit sur la base d'une réquisition. Dans une réquisition. Donc, mais si elles veulent prouver qu'elles ont été victimes, on dit ce rapport est remis à main propre à l'intéressé pour servir de valeur ce que de droit. Maintenant, si nous sommes requis par les tribunaux, je crois que ça a une valeur légale, parce que le juge requiert un médecin qui est inscrit sur la liste des experts, donc qui a prêté serment, donc il fait son rapport qui a une valeur légale au niveau du tribunal. Ok.
Bien, allez-y rapidement avant qu'on ne parte à la pause. D'accord. Excusez-moi, une question très vite. Moi, j'habite dans un pays où si je vais dans un hôpital, je dis au médecin que j'ai été violée, par exemple. Il y a la confidentialité, certes, mais lorsque je demande au médecin de faire recours, il appellera immédiatement la police. Oui. Voilà. En fait, je veux juste comprendre, c'était juste une clarification que je voulais avoir de votre part. Lorsqu'un individu, une personne va vous voir, sans passer par le projet qui fait un très bon travail d'ailleurs, que vous faites votre rapport, vous remettez l'enveloppe à la personne qui est venue voir. C'est ça, la famille? Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous faites tout de suite appel à le projet? Oui. Écoutez, lorsque la personne vient nous voir pour dire qu'elle a été victime de violences sexuelles, remettons le rapport à la personne. Lorsque c'est une personne vulnérable, c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, ou qui est susceptible d'avoir des complications et tout ça, nous informons systématiquement, pas le projet, mais le procureur. Il faut dire que dans notre législation, que ce soit les agressions sexuelles, que ce soit les violences, le médecin a l'obligation d'informer le procureur. Voilà, ok. C'est ce que je voulais clarifier. À suivre dans la troisième partie, la prolongation s'impose forcément. Nous parlerons de mariage d'enfants, mais aussi d'entrepreneuriat féminin. Restez avec nous. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.